Yabnou Chelmani nous rejoint pour le parti pris international. Oui, c'est l'heure des partis pris et c'est vous qui commencez route parce que une semaine après, on peut dresser un premier bilan. Pas tout à fait une semaine parce qu'en vérité c'était plutôt 5 jours à peu près. Voilà, 5 jours. 5 jours après, on peut dresser un premier bilan et vous, les signaux vous le montrent. Vous dites le RN perd des plumes avec cette censure. Oui. En décidant de censurer, il perd des plumes. Alors, le RN n'est pas invité à la table du président cet après-midi, vous l'avez bien remarqué. Il a protesté pour la forme, mais bon, c'était évidemment de la part du président une forme de réaction à la censure. Il ne veut plus compter sur Marine Le Pen. Et du coup, elle dit, et elle pense même que le spectacle de cette réunion d'aujourd'hui lui donne un peu d'oxygène, car elle montre qu'elle serait le seul opposant à Emmanuel Macron. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est utile pour elle aujourd'hui ? C'est parce que elle a perdu des plumes pendant cette censure. Écoutez-la aujourd'hui. Emmanuel Macron a invité l'ensemble des partis qui pourraient potentiellement participer à un gouvernement. Il nous donne en quelque sorte la médaille de l'opposition. Je l'en remercie en ne nous invitant pas. Il y a une forme de mépris. Mais bon, de ce mépris, moi je fais mon miel. Voilà. Bon, il y a un peu de méthode Coué dans ce discours, vous voyez, parce qu'il lui faut reprendre un nouvel élan après des réactions négatives à la censure auprès de certains de ses propres électeurs. Alors, évidemment, c'est sans aucun doute le noyau dur du RN souhaitait la censure, et il en est satisfait. Je pense toutefois que ce parti a quand même perdu des points, en tout cas, auprès d'un certain nombre d'électeurs. Alors, premier signe, l'élection dans les Ardennes, une élection législative partielle, dimanche dernier. Premier tour, le candidat du RN obtient plus de 40%. Donc tout le monde dit, les jeux sont faits, et au deuxième tour, il va gagner. Pas du tout. C'est le candidat Renaissance qui gagne de très peu. Mais quand même, il y a une forme d'effet censure qui ne peut pas être passé inaperçu auprès de Marine Le Pen. Le RN était sortant. Oui, en plus. Alors, deuxième signe, parce que le candidat Renaissance avait perdu en 2022. Deuxième signe, une partie des agriculteurs est en colère. Or, c'était un peu un électorat de conquête pour le RN, notamment pendant le mouvement de l'année dernière. Ils ont manifesté du côté des permanences socialistes, celle de François Hollande, par exemple, mais ils ont aussi muré la permanence d'une députée RN, Hélène Laporte. Elle a protesté, elle a dit c'est très injuste, vous vous trompez d'adversaire. Voilà, c'est très injuste votre attitude. Elle parle aux jeunes agriculteurs de la FNSEA, la FDSEA. Et puis il y a eu dans la Charente des jeunes agriculteurs qui ont déversé un camion de fumier devant la permanence de la députée RN aussi. Bon, alors ils ont essayé d'expliquer que la censure n'aurait aucun impact sur l'agriculture française, puisque les bonnes mesures, elles seront réintégrées dans quelques mois dans le prochain PLFSS. C'est facile. En attendant, ils attendent, et c'est de leur faute, et il y a un impact, il y a un effet. Alors, plus ennuyeux aussi, évidemment, c'est que la crédibilité économique recherchée avec beaucoup d'assiduité par Jordan Bardella, notamment dans les mois qui précédaient les élections européennes l'année dernière, évidemment, cette crédibilité économique, elle est mise à mal. D'abord, c'est un paradoxe, ce sont les grandes entreprises les plus riches et les électeurs aux plus hauts revenus qui échappent aux nouveaux impôts, puisque le budget ne va pas être voté. C'était eux, ce ne sont pas des électeurs de Marine Le Pen, honnêtement. En revanche, les électeurs de la droite modérée, je dirais, certains fillonistes ou des gens de LR déçus par la faiblesse de LR, ceux-là, qui viennent au RN notamment pour le discours sur l'immigration, mais qui sont aussi attachés à l'ordre et malgré tout qui trouvaient quelques avantages à Michel Barnier, certainement pas tous les avantages, mais qui trouvaient que le côté un peu old-fashion était bienvenu. Ceux-là, ils sont déçus, ils sont inquiets du discours anti-système du RN. Et ça fait un peu le retour aux origines, et ça ne peut pas leur plaire. Alors évidemment, c'est totalement nié, démenti par Marine Le Pen elle-même, qui dit pas du tout. Et c'est vrai que moi, je vous dirais, aujourd'hui c'est ça, c'est peut-être pas durable, c'est vrai, parce que tout dépendra de la situation qui viendra dans les semaines prochaines. Ce qui est sûr, c'est que le raisonnement du Rassemblement national, elle l'a dit, Marine Le Pen, c'est que s'il y avait une présidentielle anticipée aujourd'hui, eux sont prêts, ils pensent que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le plus préparé aussi, et que dans ces cas-là, ces électeurs modérés de la droite, ils vont pas voter Mélenchon, ils reviendront chez elle, même s'ils sont un peu inquiets. Et donc, l'essentiel, c'est d'être celle qui tient ce rôle de l'opposante, même s'il y a des pertes en ligne, parce qu'au moment décisif,
en fait, ce sera pas grave, tout le monde rentrera au bercail. Bon, dans l'intervalle, je vous rapporte juste quelques mots d'un dirigeant important du RN qui m'a confié aujourd'hui même que malgré le ton bravage de Marine Le Pen, je cite, une deuxième censure serait plus dure à mettre en place que la première, car le RN ne peut pas être une machine à censurer non plus. Quand même, ça veut dire que ça a marqué. Abnous ? Non, c'est qu'ils ont un argument jusqu'aujourd'hui qui a porté, qui est de dire 11 millions d'électeurs. Ce qui est quand même une réalité. C'est quand vous nous mettez de côté, quand vous nous invitez pas à la table où se décident les grandes décisions de l'État, vous méprisez 11 millions d'électeurs. Là, pardon, il y avait une négociation avec beaucoup de concessions faites au Rassemblement national. Et c'est ça, c'est qu'à force, cet argument qui jusqu'à aujourd'hui porté risque de finir par sonner creux et ça finira dans leur bouche à ressembler à un mépris que eux exercent envers leurs électeurs. Donc là, ils sont vraiment coincés. Je pense que Ruth a fait une excellente analyse. François ? Non, je rejoins tout à fait, notamment sur les agriculteurs. Entre parenthèses, Muret, Madame Laporte, c'est quand même bien choisi. Non, elle dit que la FNSEA, c'est pas des proches du Rassemblement national, c'est pas très grave, mais c'est quand même le syndicat majoritaire. Non, bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense que le principal défaut de l'usine à gaz qu'est en train de construire le président, c'est-à-dire cette coalition qui va du PS jusqu'à LR, c'est que mécaniquement, ça va profiter aux extrêmes. Parce que les seules oppositions, ça sera les extrêmes. Or, on peut imaginer que ce gouvernement ne gouvernera pas. Il va avoir un vent de face assez puissant, parce que la conjoncture est détestable. Pas bonne, en tout cas. Donc, est-ce que ça va pas alimenter les mécontentements et les reporter, comme vous le disiez, mécaniquement, au moins pour les électeurs de droite, chez Marine Le Pen, et à gauche, à LFI. C'est le calcul. Juste un mot, c'est que sur les images du mur, c'est celle de Tulle en Corrèze sur la permanence de François Hollande. C'était les images, je disais, à partir de là, ça s'est passé ailleurs aussi. Mais les images sont bien celles de Tulle. Précision utile. François, vous gardez la parole, votre parti pris économique, avec cette mystérieuse affaire d'un grand PDG américain, d'une grande mutuelle, je crois, assassiné en pleine rue à New York. Et le poteau rose est en train d'être dévoilé. Oui, vous l'avez dit, tout commence par un fait divers mystérieux. C'est un grand patron, Brian Thompson, qui dirige United Health. C'est un assureur, une mutuelle de santé, le numéro 1 du secteur aux États-Unis. Plus de 50 millions d'assurés, pas rien. Et 500 milliards de valeur boursière, de capitalisation boursière. C'est un géant qui a considérablement profité de la réforme introduite par Obama, l'Obamacare, c'est-à-dire l'extension de la couverture santé aux Américains décidée il y a 15 ans. Il est tué mercredi dernier, à l'aube de ce jour, alors qu'il sort de l'hôtel Hilton à Manhattan. Les caméras de surveillance enregistrent un jeune homme méthodique, cagoulé, qui repart tranquillement. Je vous propose de voir les images. On voit très nettement sur l'image le personnage cagoulé qui tient une arme et le patron qui est de dos. On ne vous montre pas à la suite parce que c'est une scène trop violente pour être diffusée, mais on voit qu'ensuite cet homme repart tranquillement avec son vélo alors que le patron Brian Thompson est moribond. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. En fait, le tueur a utilisé une arme avec silencieux et commence alors une gigantesque traque de plusieurs jours à travers les États-Unis. Sa photo est diffusée largement. Une récompense est même promise pour ceux qui pourraient donner des informations, jusqu'à l'appel d'un citoyen hier qui repère justement à partir des photos qui avaient été diffusées, photos venant des caméras de surveillance, qui repère un homme dans un McDonald's dans l'État de Pennsylvanie qui lui semble ressembler au personnage recherché. Il appelle la police débarque. Dans un McDonald's. Dans un McDonald's. Et l'homme ne se défend pas, il s'appelle Luigi Mangione, c'est lui, il reconnaît les faits. On découvre alors qu'il s'agit d'un fils de famille de 26 ans, éduqué dans l'une des plus prestigieuses écoles de Baltimore, 36 000 $ l'année, et qui est étudiant lui aussi dans une fac très réputée. Qu'est-ce qui a bien pu faire vriller ce produit de l'élite de la côte est américaine? On découvre en fait chez lui une sorte de manifeste il a écrit quelques centaines de mots, où il s'en prend aux entreprises qui, je cite, continue à abuser de notre pays pour en tirer d'immenses profits. Il explique aussi que United Health a augmenté sa capitalisation boursière alors que les indices de santé américains et l'espérance de vie, eux,
n'ont pas augmenté. En clair, c'est un meurtre politique. Mangione précise d'ailleurs qu'il a agi seul. C'est lui qui a imprimé en 3D son arme et le silencieux qui a servi à tuer le patron. Un peu le retour d'Action Directe, alors. Exactement. C'est les Brigades Rouges ou Action Directe, le terrorisme économique d'il y a une 50aine d'années que nous avons connu. Oui, c'est ça, en Italie, en Allemagne, avec la RAF aussi, Rote Armee Fraktion, qui utilisait exactement les mêmes méthodes. Il avait rompu depuis plusieurs mois avec sa famille et il souffrait, semble-t-il, à la fois au plan psychique et au plan physiologique de douleurs de dos. Aussitôt que tout ça a été découvert, c'est ça qui est incroyable, les réseaux s'enflamment pour le destin de ce jeune homme qui devient une sorte de héros. Le héros défenseur de l'Amérique moyenne qui justement souffre de ne pas avoir de couverture santé suffisante et de payer, à cause de l'Obamacare, des primes d'assurance qui sont très élevées alors que les assureurs refusent toujours, ou souvent en tout cas, d'indemniser les dommages qu'ils ont commis. La veuve de Brian Thompson a d'ailleurs raconté que son mari subissait des menaces de mort très fréquentes venant d'assurés qui étaient mécontents du traitement qui leur avait été infligé par la compagnie de son mari. Et c'est tout le ressentiment contre le système de santé américain qui s'exprime dans cette affaire à travers l'écho incroyable qu'a eu ce meurtre. Et parce que cette affaire a révélé que la réforme Obama, qui a été si souvent célébrée en Europe d'ailleurs comme étant l'achèvement de la social-démocratie américaine, elle s'est faite au principal profit des assureurs, qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, qui se sont regroupés, qui ont augmenté leur efficacité, alors que les assurés payent des primes faramineuses, peinent à trouver un médecin, et que les indicateurs de santé du pays ne se sont pas améliorés, loin s'en faut. Incroyable, l'ultra-gauche aux États-Unis, sur le sol américain. Oui, d'habitude, c'est ce qui arrive aux États-Unis qui finit par arriver en France des années plus tard. Là, on a l'effet contraire. Des années plus tard, après les Brigades Rouges et Action Directe, ça se passe aux États-Unis, mais c'est dire aussi le désespoir vis-à-vis du système de santé américain, qui est quand même un des systèmes les plus injustes qui existent au monde. Pour passer au meurtre, il faut. Ah non, mais c'est terrifiant. Il faut être un peu. Ah non, mais c'est absolument terrifiant. Scénario de Netflix, genre, enfin, quand même. ça dit que c'est vraiment. Et il a mal au dos, c'est terrible. Abnous, vous gardez la parole, votre parti pris international. On dit que c'est la seule échéance qui pourrait l'écarter du pouvoir, le faire tomber. Netanyahou. Le procès. Netanyahou devant la justice. Enfin, depuis ce matin, devant le tribunal de Tel Aviv, il est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Il est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, j'y reviendrai, pour lesquelles il est inculpé depuis mai 2020. Alors il a réagi avec l'emphase et l'outrance qu'on lui connaît. On écoute le Premier ministre israélien. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. 8 שנים אני מחכה לפוצץ סופית את ההאשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי. 8 שנים אני מחכה לחשוף את השיטה. שיטה של מסע ציד אכזרי. Ça fait surtout 8 ans qu'il essaye d'éviter ce procès. C'est ça la vérité vraie. Il a tout fait jusqu'au dernier moment pour qu'il ne puisse pas, comme il dit, exploser les accusations délirantes et infondées portées contre lui. Jusqu'au dernier moment, ses avocats ont réclamé au juge en disant « Non mais écoutez, c'est la guerre, c'est le chef de l'État. Il est impossible qu'il puisse être au tribunal comme vous le demandez. » Les juges ont dit non. Les juges ont dit qu'il sera bien présent. Il va comparaître tous les lundis, mardis et mercredis de 10h à 16h, sauf urgence d'État. Dans ces cas-là, l'audience sera suspendue, repris plus tard, etc. Donc c'est totalement aménageable. Donc il va être jugé. Alors il est donc accusé, première affaire, d'avoir accordé de lucratives concessions gouvernementales au groupe de télécommunications Bezeq en échange d'une couverture médiatique favorable sur un site d'information Walla qui leur appartenait à l'époque. L'actionnaire majoritaire de Bezeq, Shaul Elovitch, c'était l'actionnaire majoritaire avant, est un proche ami de Benjamin Netanyahou et s'il est aussi co-accusé dans l'affaire. Deuxième affaire, là aussi, négociation illicite d'une couverture médiatique favorable. Cette fois, c'est le propriétaire, lui aussi co-accusé, du quotidien Yehudit Aharonot, qui allait lui donner des belles couvertures en échange de quoi? D'une législation qui allait mettre à bas un quotidien rival et très populaire, Israël Ahom. Donc ça ne s'est pas fait.
lui aussi donc co-accusé. Et enfin, la dernière affaire, c'est celle de la fraude et d'abus de confiance. Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah auraient reçu de luxueux cadeaux d'un montant de $260,000 du magnat hollywoodien Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer en échange de faveurs politiques et financières. Là, je t'aide pour acheter une entreprise. Ici, tu bénéficies de subventions d'État, etc. Alors, c'est cette dernière affaire qui peut le faire tomber. Là, il risque 3 ans de prison. Pourquoi ? Parce que là, concrètement, on a les cadeaux, les échanges. On a vu l'échange presque en direct. Est-ce qu'il bénéficie d'une immunité ou est-ce qu'il peut pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, l'immunité a été levée quand, en mai 2024, il a été inculpé dans ces 3 affaires. Donc, le but de Netanyahou, c'était de reculer le procès, malgré ce qu'il dit, ça fait 8 ans que j'attends rien du tout. Là, non, il est inculpé, le procès aura lieu, il n'y a aucune immunité, elle a été levée en 2024. Elle a été levée en 2020, pardon. Donc, les 2 premières affaires, celle de la couverture médiatique favorable, il pourrait risquer 10 ans de prison, mais d'après tous les spécialistes et tout ce que j'ai pu lire dans la presse israélienne, dans la presse anglo-saxonne ou dans la presse française, c'est que c'est très difficile quantitativement de prouver cette couverture médiatique favorable. Donc, ce qui compte, c'est que ça soit mentionné, que ce soit dit, qu'il y ait ces 2 co-accusés, des échanges de courriels, de courriers, mais c'est l'affaire d'abus de confiance qui risque de le faire tomber. 3 ans de prison, c'est quand même pas mal. En France, on parlerait de trafic d'influence. Oui, trafic d'influence, c'est ça, exactement. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que ce procès se tienne. Ce procès se tient, ce qui prouve que la justice est encore indépendante en Israël, malgré les tentatives de Benjamin Netanyahou de réformer cette justice. Souvenez-vous, avant les pogroms du 7 octobre, ça avait donné lieu à des manifestations monstres dans tout Tel Aviv, dans tout Israël, ce qui avait obligé Benjamin Netanyahou à reculer. Et la justice est indépendante, politique ou pas, Premier ministre ou pas, il va être jugé. Et ça dit quand même la bonne santé démocratique d'un pays. Ça dit surtout, les manifestations qui ont lieu devant le tribunal, les opposants comme les soutiens de Netanyahou, les uns criant « Netanyahou, le peuple te soutient », les autres scandant « Bibi en prison », moi je suis désolée, ce genre d'image en démocratie, surtout que si ça concerne un Premier ministre en exercice, je trouve que c'est toujours très bon à voir. Ça veut dire que la démocratie fonctionne. Et surtout, ça promet, enfin moi j'ose l'espérer, un futur procès ou au minimum une commission d'enquête parlementaire pour comprendre comment les pogroms du 7 octobre ont pu avoir lieu, comment c'est possible que Benjamin Netanyahou ait dégarni la frontière de Gaza pour faire plaisir aux sionistes messianiques de son gouvernement pour déplacer une partie de l'armée dans les territoires en Cisjordanie. Comment est-ce possible qu'il a accordé des congés pour cause de fêtes religieuses pour faire plaisir aux ultra-orthodoxes? Tout ça, il faut absolument que ça soit jugé, que ce soit mis sur la place publique. Ça n'aidera peut-être pas les Israéliens à cicatriser, mais c'est fondamental que ça puisse être dit, que ça puisse être partagé et qu'on puisse comprendre comment ça a pu arriver. D'autant plus que là, je finis juste là-dessus parce que Netanyahou, là, il peut se dire le Hamas continuera à exister comme idéologie, mais il a quand même mis à bas tout le système. Aujourd'hui, le temps qu'il se reconstitue, le Hamas a été compliqué. Le Hezbollah, je pense que c'est évident, décapitation réelle. Donc, il y a eu des réelles avancées, mais il ne faut surtout pas que ça cache la réalité, par exemple, des otages. Les otages ne sont pas revenus, et ça, c'est une tâche morale qu'il est fondamentale pour les Israéliens, pour la bonne santé de ce pays, que ça soit jugé et que les responsabilités soient dites sur la place publique. En 3 mots, Ruth, François ? Non, mais c'est en effet exemplaire de voir un pays qui fait cela. C'est vrai que il risque gros et c'est très bien. C'est fou parce que une guerre suit l'autre et du coup à chaque fois ça lui permet de rester. Et ça c'est terrible parce qu'il est remonté un peu dans les sondages alors qu'il a une très forte opposition et que sa volonté de réduire la justice, heureusement, n'a pas encore abouti. Mais c'est différent. La méthode était très directe jusqu'à présent. Là maintenant elle devient, il grignote des droits régulièrement et c'est ça qui inquiète l'opposition. François ? Non, je crois que effectivement le bilan de la dernière année pèse quand même, corrige un peu l'image négative qu'il avait. Mais sur le fond, il me semble que c'est vraiment ce que vous dites sur les conditions dans lesquelles le 7 octobre s'est passé qui peut faire le plus de dégâts sur lui. Bien sûr. À la limite, les barbouzeries. Je dis pas que c'est rien. Non. Mais c'est du droit commun. Pour l'avenir d'Israël, si vraiment ça qui est important. Il y a eu un défaut important dans la gestion des informations, c'est une bombe politique. Merci à vous 3.